Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Le Brexit a résonné comme un coup de tonnerre dans une Europe chahutée par les vents mauvais. La décision des Britanniques d'en sortir en juin de l'année dernière nous a confrontés à cette évidence que la construction européenne, entamée il y a plus de 60 ans, pouvait s'écrouler. Minée par ces divisions, contestée à l'intérieur par une vague d'opinion populiste, l'Europe doit aussi affronter à l'extérieur le mépris de Trump, la défiance de Poutine et les provocations d'Erdogan. Elle se trouve donc à un moment charnière de son histoire, se relancer ou mourir. Géopolitis reçoit aujourd'hui Enrico Letta, ancien président du Conseil italien. Pour lui, le moment est venu de faire l'Europe. Enrico Letta incarne l'anti-Silvio Berlusconi. Pas de bling-bling chez cet homme-là, à l'image de ses entrées au palais présidentiel, sans escorte ni chauffeur. En avril 2013, c'est pourtant avec le Cavaliere qu'Enrico Letta doit composer pour former son gouvernement de grande coalition et réunir gauche social-démocrate et droite berlusconienne. En février 2014, fin de partie, le gouvernement Letta doit s'effacer devant un autre fanfaron de la scène politique italienne. L'impétueux maire de Florence, Matteo Renzi, prend les commandes. Entre les deux hommes, la passation est glaciale. L'aventure gouvernementale d'Enrico Letta n'aura duré que 10 mois. De ce court mandat, on retiendra le lancement de l'opération Mare Nostrum au lendemain d'un naufrage de migrants au large de Lampedusa qui avait fait plus de 360 morts. En un an, les militaires italiens ont secouru plus de 100 000 personnes. Depuis septembre 2015, Enrico Letta dirige l'école des affaires internationales de Sciences Po à Paris. Il vient de publier « Faire l'Europe dans un monde de brutes », un plaidoyer pour une Europe forte et unie. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis, au moment où sort tout juste en librairie votre livre « Faire l'Europe dans un monde de brutes ». Alors, on va parler de l'Europe, mais on va parler d'abord des brutes. Le 9 novembre, à l'aube, vous vous réveillez, cauchemar. Ben oui, parce que l'élection de Trump a complètement changé la donne. L'élection de Trump, ça veut dire, et ça a voulu dire, les États fini avec le multilatéralisme, l'idée des États-Unis de dire bon, l'Europe nous intéresse beaucoup moins que dans le passé. En même temps, le Brexit, c'était l'aube d'une autre journée, cauchemar, au mois de juin. Et donc, c'est l'Europe qui commence à se détricoter. Et on s'est dit, je me suis dit, il faut transformer Brexit et Trump en quelque chose de positif, parce que ça peut être la poussée pour les Européens de dire on ne peut pas rester comme ça, il faut se réveiller. Donc, paradoxalement, à la fois l'élection de Trump et le Brexit, c'est une chance pour l'Europe. Ça peut être une chance. Ça peut devenir une chance si on est conscient du fait que ce que Trump est en train de faire, je pense, l'environnement, le choix de sortir des accords de Paris, un choix terrible, parce que si on pense à nos enfants, on voudrait qu'ils vivent dans un environnement qui soit celui dont nous, on a pu jouir dans le passé, mais je ne voudrais pas que mes enfants vivent dans un environnement dans lequel les règles sont fixées par les Chinois et Trump. Je voudrais les Européens, là, à la table où on doit discuter, et la seule façon pour y être est être unis, parce qu'on va être de plus en plus petits dans ce monde géant des grandes puissances démographiques. Et donc, nous, les Européens, ou bien on est ensemble, et alors nos valeurs, on peut les rendre encore importants dans le monde de demain, ou bien on risque d'être un peu marginalisé. Alors, avant de parler de l'Europe, encore quelques mots sur les brutes, parce que vous mettez aussi dans le camp des brutes le président turc, M. Erdogan, et le président russe, M. Poutine. En quoi sont-ils dangereux pour l'Europe ? Écoutez, ils sont dangereux, premièrement, parce qu'ils sont très attrayants pour les Européens. J'entends beaucoup de gens qui disent à la fin, ce Poutine, ce Erdogan, oui, un peu moins de démocratie, mais il fait les choses. Bon, franchement, je pense que nous, les Européens, on a un but très important, de démontrer qu'on peut faire les choses avec un total de démocratie possible. Et que la démocratie, le débat, la liberté totale, liberté de presse, de discussion, n'est pas antithétique à faire les choses, réaliser les choses, faire en sorte que nos pays soient compétitifs. Alors, dans ce paysage des hommes politiques, il y en a un qui vous plaît beaucoup, c'est Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Bon, écoutez, il a battu Marine Le Pen, premièrement. Il a battu
avec l'Europe sur la table. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas discuté d'Europe. C'était l'Europe. Et le mandat qu'il a reçu était un mandat sur l'Europe. Et il a fait campagne avec le drapeau européen. Le drapeau, l'hymne à la joie, tout ça. C'est le premier qui a fait ça depuis beaucoup de temps dans toute l'Europe. Donc je pense, moi personnellement, j'ai été beaucoup frappé par ça. Naturellement, maintenant, il s'agit d'être conséquent avec tout ça et de faire en sorte, là je vois un rôle important pour la France, de rééquilibrer le rôle prédominant de l'Allemagne. Parce qu'on les aime, les Allemands, je les aime beaucoup, mais ça fait un peu d'années qu'ils sont prédominants en Europe. Vous êtes sévère avec l'Allemagne de Mme Merkel. C'est à cause de la cure d'austérité qu'elle a imposée aux pays du Sud, la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Vous êtes sévère dans votre livre. Je pense qu'à la fin, il y a eu une première phase de la crise dans laquelle il y a eu trop d'austérité. Il y a eu une deuxième phase de 14, 15, 16 dans laquelle il y a eu une intelligente flexibilité et tous ont appuyé le choix très intelligent de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, de cette politique monétaire expansionniste qui a changé complètement la donne. Mais dans la première phase, oui, je pense qu'il y a eu trop d'austérité. Donc, il faut absolument comprendre que l'Europe, on est en Europe seulement si on respecte cette idée qu'on est une union de minorités, un peu comme la Suisse. Personne n'est majorité. On vit ensemble d'une façon qui marche si on est respectueux des minorités. On est tous des minorités. C'est pour ça que la France peut jouer un rôle important, peut rééquilibrer l'Allemagne avec ce couple franco-allemand. On s'attend des initiatives. Naturellement, elles doivent inclure l'Italie et l'Espagne aussi. Oui, parce que vous pourriez en vouloir, en fait, vous qui êtes ex-premier ministre italien à la France, parce qu'elle a été assez peu solidaire dans la répartition des réfugiés dans un premier temps. Ou récemment, dans l'affaire libyenne, M. Macron s'est projeté dans les affaires libyennes en grillant la politesse un peu à la diplomatie italienne, non ? Et les migrations, c'est le grand sujet. On s'attend qu'il y ait vraiment une solidarité de tous les pays européens parce que ça va être le grand sujet, non pas seulement de ces mois ou de la prochaine été, des prochaines 20 années. Avec l'Afrique qui va doubler ses habitants, elles vont être de plus en plus jeunes. Ils n'ont pas d'opportunité de travail chez eux. Alors c'est naturel qu'ils cherchent chez nous. Donc il faut trouver une façon de régler cette situation en séparant clairement les réfugiés pour raisons politiques auxquelles nous devons toute protection et les migrants pour des raisons économiques pour lesquelles il est absolument légitime d'être sélectif. Et en même temps, il faut une politique européenne qui soit en condition de gérer tout ça et non pas avec le chaos qu'on a vu derrière nous. Là, on s'attend de la France plus de solidarité, oui. Alors, il y a la crise des réfugiés. Autour de quels autres grands projets européens vous aimeriez faire l'Europe ? D'ailleurs, vous dites faire, pas refaire l'Europe. C'est une nuance importante. Je dis faire parce qu'en vérité, on ne l'a pas encore faite, cette Europe. Et la grande crise... On a fait l'euro quand même. On a fait l'euro, mais l'Europe, l'identité, la démocratie, le fait que vraiment... Le fait qu'en 2016, on ait eu ces deux grandes crises, le Brexit d'un côté et puis Trump qui attaque l'Europe de ce côté-là, nous disent qu'il faut la faire, cette Europe. Alors, par exemple, moi je dis, on a une grande opportunité aujourd'hui. La grande opportunité, c'est la sortie du Royaume-Uni. Je ne voulais pas qu'ils sortent, ils ont décidé de le faire. Ils vont Mais vous diriez c'est peut-être mieux, au fond, que les Anglais soient partis ? Non, je pense qu'à la fin, c'était mieux s'ils restaient. Mais ils sont sortis. Alors, par exemple, on a 73 députés européens britanniques qui ne seront plus là. Ouais. Ma proposition, c'est celle de dire on transforme ces 73 en 73 députés européens élus dans un collège pan-européen. On met ensemble toute l'Europe et on vote tous ensemble ces 73 avec des listes transnationales sur une idée d'Europe. Avec des Grecs, des Portugais, des Italiens. Ça changerait complètement la donne. Le soir du vote, on pourrait dire les Européens veulent une Europe plus solidaire, plus d'austérité, plus de fédéralisme, plus de souverainisme. On aurait là ce que pensent les Européens. Et j'ajoute, chacun d'entre nous, citoyens italiens, autrichiens, pourrait dire « Oh, j'ai voté dans une élection dans laquelle mon vote compte ». Quelles instances pour refaire cette Europe ou faire cette Europe ? Qui va la refaire ? Et autour de quel projet, finalement ? Bon, il y a 3 grands projets. Prospérité pour les Européens, sécurité pour les Européens et la démocratie. J'ai dit sur le 3e, la démocratie, j'ai parlé du 2e, la sécurité. Il faut qu'il y ait un FBI
européen. On ne peut pas accepter que les services de renseignement travaillent chacun pour soi et il n'y a pas une capacité de réaction à ce défi du terrorisme international. Il faut le faire ensemble. Et naturellement, sur la question migratoire, la question du corps de garde-côte de frontières communes qui est absolument nécessaire, il faut le faire, il faut l'appliquer. Mais la première question, la prospérité des Européens, je pense que le moment est venu de faire le grand pas en avant. Il faut faire un fonds monétaire européen, la prochaine fois, un fonds monétaire pour le sauvetage d'un pays en crise. Aujourd'hui, on a le ISM, mais il faut le transformer en un véritable fonds monétaire européen qui soit en condition d'éviter qu'un pays devienne, comme la Grèce l'est devenue, avant d'intervenir. Donc, éviter tout ça pour éviter que les marchés mettent sous attaque l'Europe. Et l'autre grand chantier que je propose, la fiscalité. Imaginez-vous ce que serait en termes de compétitivité l'Europe, ses entreprises, si on mettait une fiscalité unique pour les entreprises dans tous les pays européens. Maintenant que le Royaume-Uni est sorti, ce serait absolument naturel. C'est le Royaume-Uni qui a toujours mis le veto dans tout ça. Et je pense que ce serait fantastique pour les entreprises de pouvoir travailler dans tous les pays dans lesquels ils veulent en ayant la même fiscalité, sans avoir toujours le casse-tête de changer de logiciel fiscal pays par pays. Je pense que ce serait vraiment quelque chose de très important. Vous dites aussi qu'il faut débruxelliser l'Europe, mais ça veut dire qu'il y en a marre de cette réglementation tous azimuts jusqu'à la courbure des bananes, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire par débruxelliser l'Europe ? Débruxelliser, je dis un signal très clair. L'Europe va marcher si elle est comme un peu la Suisse, la fédération d'États-nations. Ça, c'était l'idée de Jacques Delors, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, on ne peut pas faire l'Europe en effaçant les identités nationales. Je suis italien, je reste italien, mais mon identité est multiple. Je suis aussi européen, je viens de Toscane. Et les deux choses doivent s'ajouter à être italien. C'est pour ça que je dis débruxelliser, parce qu'on ne doit pas avoir une capitale, Moloch, un peu comme la capitale d'un État membre. Moi, je suis pour le pluricapitalisme. Décentraliser les capitales européennes. Je suis pour Strasbourg, je suis pour Francfort, je suis pour Luxembourg. Pise. Pourquoi pas, pourquoi pas, ma ville natale. Oui. Et il faudra bien redonner la parole au peuple, parce que les peuples, ils sont devenus eurosceptiques, ils critiquent l'Europe. Alors vous êtes un grand amoureux, mais comment on va redonner la parole au peuple ? Je suis un grand amoureux, mais je dis aussi très clairement que si on ne fait pas ces choses maintenant, dans les prochains mois, on a une grande occasion. Macron, Merkel, fort, légitimé, la possibilité d'avoir avec l'Italie et l'Espagne vraiment un corps, un noyau dur qui peut pousser d'une façon... Alors, on a cette occasion, il faut qu'il y ait l'accountability de l'euro. Donc, il faut qu'il y ait aussi la possibilité que la Banque centrale européenne ait un rapport avec les parlementaires pour faire en sorte que l'euro devienne vraiment démocratique. Mais avec ça, est-ce que vous allez réconcilier les peuples d'Europe, avec l'Union européenne ? Parce qu'il y a un problème là quand même. Vous savez, on peut les réconcilier seulement si on met sur la table des idées claires, simples et pour tous. Une idée que je mets sur la table. L'Erasmus, on parle beaucoup d'Erasmus. Grand succès, mais l'Erasmus est seulement pour les étudiants universitaires. Une élite en quelque sorte. Une élite. Alors, l'Europe ne peut pas être pour les élites seulement. Elle doit être pour tous. Parce que sinon, les autres disent, vous voyez, vous avez fait l'Europe pour vous les mondialiser. Et nous... Alors, par exemple, je dis, le grand projet du futur devrait être l'Erasmus pour les étudiants d'école. C'est-à-dire un Erasmus pour faire en sorte que tous ceux qui ont 16 ans puissent faire 4 mois dans un autre pays européen, payé par l'Europe. Et ce serait une chose non pas pour les fils des élites, mais ce serait pour tous. Pour beaucoup d'entre eux, ce serait la seule possibilité de le faire. Je pense que ça changerait la donne. Ça donnerait à beaucoup de familles, à beaucoup de jeunes, la possibilité de voir que je vis à Pise, je vis à Stuttgart, je vis à Amiens. C'est la même chose. Ils ne sont pas des brutes, ils ne sont pas des méchants. Ils sont comme moi. Et ça, c'est l'Europe. Merci Enrico Letta d'être venu apporter à Géopolitis vos convictions européennes. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci à vous de cette invitation. Merci beaucoup. Dans le sillage de cette émission, je vous invite à refaire l'Europe dans un monde de brutes. C'est le titre du livre d'Enrico Letta, notre invité du jour, et ça vient tout juste de sortir chez Fayard.
Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Jacques Chirac, lui aussi a son plan pour sauver l'Europe. Son livre a été publié aux éditions Liana Levy à l'automne 2016. Enfin, pour les étudiants amenés à potasser la question européenne, un livre de référence, La construction européenne est-elle irréversible, de Philippe Huberdeau, avec une contribution d'Enrico Letta. Cet ouvrage-là est sorti à la Documentation française au début de l'année. Voilà de quoi lire jusqu'à la prochaine édition de Géopolitis dans une semaine. D'ici là, une excellente semaine sur la RTS. Et salut à vous qui nous suivez sur TV5 à Montréal, à Dakar ou Beyrouth. À bientôt.